Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On sort, actuellement ça doit faire même pas 20 minutes, de notre séance du Grand Rex du coup Thor Love and Thunder qu'on a vu en avant-première. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est une critique à chaud donc on va pas forcément tout développer, on aura surtout des choses à développer dans nos critiques respectives et probablement un live qui arrivera plus tard. Mais en fait moi si j'ai vraiment un mot à dire c'est que le film est surprenant. Parce que on l'a trop sous-estimé dans le sens, enfin surestimé pardon, dans le sens où à cause des bandes annonces qui nous montraient qu'il allait avoir un humour comme à la Thor Ragnarok mais genre fois 1000, les gens se sont dit le film va être une immense comédie merdique et au final ça va déplaire. Alors qu'en soi, oui il y a de l'humour, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment un développement, surtout de l'humour de Taika Waititi, c'est sûr, fois 1000, mais c'est en même temps un développement de l'humour. Alors c'est surtout Thor et Korg pardon, qui font de l'humour, et moi j'ai trouvé ça super, c'était agréable et tout, et c'est pas si dérangeant que ça, sachant qu'en plus il y a des plans de la bande-annonce où ils font de l'humour qui ne sont pas dans le film, donc c'est plutôt intéressant, et surtout c'était les pires vannes du film, et surtout de la bande-annonce qui ont été enlevées, donc je pense que c'est peut-être fait exprès, mais par contre, vu qu'on sait que va probablement y avoir une version de 4 heures dans les bonus. Là, je pense que cette version-là va déplaire parce que c'est cette version-là qui contient du coup le plus d'humour. Et personnellement, j'avais peur de l'humour du film. Moi aussi. Voilà. Mais en vrai, l'humour, moi, je l'ai kiffé de A à Z. Et au final, l'humour, c'est juste ça agrémente le film. L'humour passe très bien. Chaque personnage a sa dose d'humour nécessaire. Et franchement, c'est tout ce qu'il faut. Sincèrement, moi, c'est le développement des personnages, c'est ce que je préfère. Chaque personnage a Gore, à Christian Bale. Hein, il impose. La meilleure prestation qu'on a jamais vue d'un méchant dans le MCU avec Thanos. Et je l'avais toujours dit, hein, moi j'avais dit Thanos, c'est le maître de Gore parce que Gore, c'était sûr qu'il allait être charismatique. Par contre, petite déception, alors il n'y aura pas de spoiler, ça c'est sûr, mais petite déception dans le sens où j'aurais bien aimé voir un peu plus de scènes avec Gore parce que je trouve que à part les moments où il se fight avec Thor et Mighty Thor, quand même, hein. Ouais, non mais il a beaucoup de scènes, mais genre dans chaque scène où il apparaît, même s'il en a beaucoup, il apparaît que quelques secondes, et même dans les scènes de combat, c'est plus Thor et Mighty Thor qu'on voit que Gore, parce qu'évidemment c'est les persos principaux, mais même, et vous verrez vous comprendrez quand vous le verrez, la première scène du film, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus de comment Gore est arrivé dans cette situation-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il développe un peu plus son côté peut-être meurtrier. Oui, et surtout, déjà oui, et surtout son côté, en fait, un peu son origin story. Pourquoi, du comment de Gore est arrivé comme ça, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui fait que Gore a toujours. On a une petite scène au début où tu sais, où il. Ouais, mais même, j'aurais bien préféré une scène qui nous montre vraiment le pourquoi du comment il aime pas les dieux, parce qu'au final le moment où il commence à dire, donc la scène de la bande-annonce, tous les dieux vont mourir, on sait que c'est parce que en même temps il récupère la Necrosword, etc., et que certains dieux l'ont déçu, mais j'aurais bien aimé voir un peu plus de pourquoi certains dieux dont on nous mentionne au début du film, pourquoi certains de ces dieux là Gore déjà il les préférait eux à d'autres, et pourquoi ces dieux là les ont déçus, parce qu'au final le mec Gore on sait qu'il a une dent contre les dieux, parce que je suppose qu'entre la première scène et quand Thor commence à comprendre que Gore est là, il doit y avoir un bon grand espace de temps. Ouais, parce que explications exactement sur son origin story du début, donc vraiment la première scène de pourquoi il est comme ça, et ensuite de quand il se combat avec Thor, pourquoi il fait ça. En fait vraiment j'aurais préféré plus d'origin story. Et ça, on sent peut-être dans les bandes annonces, mais tu vois qu'il a du vécu. Oui. Parce qu'il a des cicatrices, il est beaucoup plus blanc, il a peur de rien, il est devenu complètement fou. Alors que dans la scène où il dit, qui est dans la bande annonce, tous les dieux vont mourir, il a de simples de traits noirs sur la terre, etc. De sa fille, même au niveau de la santé, on sent qu'il est un peu. Ouais, ça je l'avais remarqué, mais vraiment, j'aurais bien aimé une scène de développement de Gore. Et peut-être que du coup, dans la version 4 heures, il y aura du développement de Gore. En tout cas, s'il y a vraiment un truc à retenir de Gore, c'est Christian Bale. Oui, Christian Bale, il en impose vraiment. Il y a des scènes où déjà vraiment, même quand il arrive et tout à New Asgard, il est vraiment flippant. Et puis Taika Waititi, c'est là où on voit son talent, c'est que quand il faut faire de l'humour, il est très fort. Voilà, pour imposer un style visuel, il est extrêmement fort. Mais vraiment, Korg, il fallait vraiment le mettre en scène de façon presque un peu horrifique, parce qu'il y a des fois, même sur la scène en noir et blanc, qui est vraiment incroyable. Il aurait pas fallu demander à Sam Raimi pour le côté horrifique de Gore, mais oui, je suis d'accord que Gore, il fait quand même bien flipper. Il y a des fois,
ouais, vraiment. Moi je le supportais pas, il y a des fois j'avais vraiment envie qu'il lâche les héros parce que vraiment il mettait des bâtons dans les roues. C'est un méchant, c'est le but. Oui, bien sûr. Mais il y a des fois, et vraiment il m'a saoulé, il en faisait limite un peu trop parfois. Et j'aurais vraiment bien aimé du coup avoir un meilleur développement de Gore. Mais en tout cas pour ce qui est du côté horreur et Christian Bale, ça c'est du 100%, c'est du magique parce qu'on ne pouvait pas demander quelque chose de meilleur. Et je suis bien content que ce soit le Christian Bale qu'on a attendu. Beaucoup de gens l'attendaient et moi je suis satisfait à 100%. Ouais, pareil. Et puis en plus, Taika Waititi, le film, toujours d'un aspect comme ça, on voit vraiment bien son visage, ses expressions, même ses dents. Enfin voilà, il a un visage, il a un physique assez horrible. Ouais, il a un physique quand il est face à ces personnages et qui sont sous son emprise, vraiment, Taika Waititi il sait bien le filmer. Il sait filmer en fait à la fois tout le pouvoir qu'il a sur eux, à la fois toute sa fragilité, parce qu'on le voit au début et on le voit à la fin, sans spoiler évidemment, qu'il a vraiment des faiblesses par rapport à la scène du début justement. D'ailleurs, le film commence avec lui, donc vraiment dès le début, on peut voir un peu ses faiblesses. Ouais, on a une bonne évolution parce que en fait, il part d'un endroit qui va du coup le mener à, comme il dit dans le trailer, vouloir tuer tous les dieux. Il va y avoir tout son développement de l'histoire, donc les choses qu'il va faire pour pouvoir essayer d'avoir Thor, Mighty Thor, etc., de vouloir tuer les autres dieux, etc. Et à la fin du film, même si évidemment ça reste le méchant principal et qu'à la fin du film il n'a pas forcément la meilleure des rédemptions, à la fin du film, il a vraiment arrivé à un point où il se rend compte de ses conneries, fait penser un petit peu au personnage de Thanos, avec Gamora, parce qu'en fait, il a vraiment Gore une origin story qui est vraiment fidèle aux comics, comme Thanos avait une origin story fidèle aux comics dans Infinity War. Et vraiment, Gore ressemble énormément à ce que je voulais qu'il ressemble. Et il a vraiment un côté Thanos dans je fais des choses mal et quand j'essaie de me faire pardonner, c'est triste, mais personne n'accepte mon pardon. Et en plus, il est là même si quand il essaie de s'expliquer, ce qu'il fait, pour lui, c'est obligé d'être fait à un moment. Donc c'est vraiment comme Thanos, donc c'est vraiment super intéressant. Et oui, comme tu l'as dit aussi, physiquement, tu le reconnais entre mille, il a des traits physiques très... Il n'est pas plein de CGI dégueulasse, voilà, c'est vraiment Christian Bale, on le voit vraiment jouer lui-même. Puis même, donc du coup, ouais, on a un arc narratif qui est assez similaire à celui de Thanos, avec sa fille, etc., si on l'a dit. Et du coup, le scénario, il a quand même pas mal de similitudes avec Infinity War, voilà, Thor, qui fonde un peu une équipe, du coup, avec son ex-amie Jane Foster, qu'on voit avec beaucoup de plaisir, voilà, sous le cancer, et ça, c'est vraiment bien exploité. Et donc, encore une fois, Taika Waititi, quand il doit faire de l'humour et imposer vraiment un style punk et joyeux et tout ça, il sait le faire, mais quand il s'agit plus d'aller, dans l'émotion, dans le drame, etc., et du coup, de mettre un personnage en scène qui est malade, en l'occurrence ici Jane Foster, dont la rupture avec Thor des précédents films a été expliquée. Voilà, on a une justification par rapport à ça. Donc on prend cette relation, on prend ce personnage et on le reprend avec beaucoup d'habileté. Et donc pour moi, voilà, donc déjà dans Infinity War, on avait cette formation des Avengers contre Thanos, donc du coup qui devait récupérer le Père de l'Infinité. Ici, c'est Thor du coup qui fonde une équipe pour empêcher Gore de mener à bien ses desseins. Donc il y a quand même une similitude. Bon, on sent que c'est pas les frères Russo, mais que c'est Taika Waititi. Mais je trouve vraiment que Taika Waititi s'en est vraiment super bien sorti. Et pour moi, voilà, toute cette formation. Après, tu vois, la formation de l'équipe, du coup, ça peut aussi rappeler Thor Ragnarok avec les Ravengers, je crois qu'ils s'appellent comme ça, quand il va prendre du coup Hulk, Valkyrie et Korg, et il y a Nick aussi, et qui crée du coup son équipe, etc. Donc c'est une continuité par rapport à... Ouais, c'est ça, c'est le style de Taika Waititi, c'est complet. Et il a continué, alors je ne sais pas s'il a écrit ce scénario, je n'ai pas fait attention dans le générique, mais en tout cas, on sait qu'il y a une part de... il a écrit le scénario et il a retenu et il a continué certains codes qu'il avait déjà utilisés, d'où la création d'une équipe, parce qu'on voit que Thor, même si il a des armes très puissantes, donc on a la Stormbreaker du coup dans ce film, Mjolnir qui revient, et avec ce qui se passe avec Zeus, il y a beaucoup d'armes quand même. Ouais, avec ce qui se passe avec Zeus, il y a une autre arme et je préfère pas la dire au cas où parce que je préfère garder le secret pour les gens. Mais du coup, même s'il a beaucoup d'armes avec lesquelles se défendre, on voit que il a quand même besoin d'équipes de soutenance parce que il peut pas tout faire tout seul. Et en fait, on se rend compte que pendant très longtemps, il s'est il s'est toujours défendu tout seul et que pendant très longtemps il s'est lui-même surestimé. C'est d'ailleurs tout ce qui se passe dans le film maintenant et c'est ce que Star-Lord va lui expliquer dans la bande-annonce et dans le film. Il doit se chercher, il faut qu'il sache qui il est, etc. Parce que depuis ce qui s'est passé avec sa dépression de Avengers Endgame, etc., il savait plus trop où il en était. Il attend que le monde ait besoin de lui. Exactement. Et du coup, c'est vraiment intéressant le fait que maintenant il ait besoin de gens pour se défendre parce que comparé à Thor 1 où il faisait des conneries et du coup Odin le punissait, dans Thor 2 c'est un peu pareil et dans Thor Ragnarok, après avoir appris
enfin que du coup Odin n'était plus là, enfin il meurt, du coup on voit que Hela arrive. Beaucoup d'épreuves, ouais, c'est ça, il y a Hela du coup qui va arriver et il va du coup il va créer du coup cette équipe. Donc on voit que déjà que dans Thor Ragnarok, il a pris conscience de ses erreurs et c'est vraiment dans Infinity War Endgame qu'il comprend que sans armes et même sans équipe, il peut pas s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il va déjà se chercher la Stormbreaker et qui vient de donner des coups de main aux Avengers au Wakanda, parce que c'est à partir de Thanos et du coup avec la dépression qui amènera de Avengers Endgame, il se rend compte vraiment que il peut plus tout faire tout seul, etc. Et vraiment j'ai bien aimé en fait la manière dont on a limité le personnage de Thor, parce que psychologiquement on l'a rendu meilleur et tout, et justement c'est un des gros points du film, sans spoiler évidemment. On l'a rendu beaucoup moins bête que ce qu'on l'avait rendu, parce qu'avant dans Endgame il boit de la bière, il bouffe des pizzas, il est beauf, il rôde, il pleure à Asgard, il se prend une gifle par Rocket, etc. Alors que là vraiment il sait ce qu'il fait, il est conscient des enjeux, etc. Donc c'est vraiment cool parce qu'il est moins con qu'avant. Mais en fait c'est marrant parce que si tu veux dans Ragnarok en fait Taika Waititi il avait un peu tout repris à zéro en mode on lui enlève la crinière, on lui enlève Mjolnir, etc. Et là du coup on lui remet tout, on lui remet les muscles, on le remet en forme, on leur remet le Stormbreaker, on leur remet la crinière, on leur remet la tenue encore plus améliorée. Donc en fait c'est Taika Waititi qui est dans la continuité de Ragnarok avec de l'humour. Bon, on pensait que ça allait vraiment être x1000 et en final c'est vraiment très supportable et tout. Donc, je trouve qu'en fait Taika Waititi ici en fait il a conscience qu'il y a eu Endgame et Infinity War entre temps. Il a conscience, contrairement à certains John Watt qui lui avait très mal fait oui un petit Christian Watt, on se le permet, mais voilà, et pour le coup je trouve que Taika Waititi a bien géré la prise de ces deux films que lui, avec un style, mais en reprenant en fait ces deux personnages là, vous voyez, c'est ça que j'ai vraiment apprécié, avec un méchant à la hauteur en fait de ce qu'on attendait. Ce que Taika Waititi nous a donné, c'est vraiment une réalisation incroyable. Ah oui, un style. Il y a déjà une réalisation propre dans le sens où, alors évidemment je pense qu'il y a des pics, et surtout je pense pas que ce soit des drones comme peut utiliser Michael Bay, c'est vraiment la CGI, mais les plans en l'air qui arrivent en bas, etc., les plans donc ils sont très rapides pendant les batailles et tout, c'est vraiment énorme. Et j'espère, on est dedans, et surtout en fait j'espère que il a dirigé les effets spéciaux, parce que si c'est pas lui qui a dirigé la manière dont il veut que ce soit les effets spéciaux, il y a un petit génie qui se cache chez Marvel, parce que personnellement j'ai trouvé les effets spéciaux comme on ne les a jamais vus dans un film Thor. Les éclairs, le Bifrost, la Stormbreaker, Mjolnir, ils étaient magnifiques, et surtout le gros point de la réalisation de Taika Waititi, c'est les couleurs en fait, je sais pas si ça dit la colorimétrie ou quoi, mais en tout cas la photographie en fait, on a des plans magnifiques, c'est coloré, quand on est à New Asgard, donc on a tous les bateaux, le commerce, les plaines vertes avec un beau ciel bleu, etc. Lorsqu'on nous parle, dans le palais de Zeus, c'est évidemment, je sais plus comment il s'appelle, enfin c'est l'équivalent de l'Olympe, on a beaucoup le blanc et le doré, donc pour rappeler les divinités, etc. Parce que dans la mythologie, vu qu'on avait remarqué dans le film il y a beaucoup de poésie, et dans la mythologie généralement on parlait du fait que quand on voit des dieux ils brillent de mille feux, etc. On peut pas les regarder dans les yeux tellement ça brille, donc l'aspect blanc et doré est là pour rappeler un peu cette divinité. Mais par contre quand on est sur le thème de Gore, on est vraiment sur une image plus sombre, on est toujours dans l'espace avec des couleurs un peu violettes et sombres, et il y a surtout ce plan, ce combat qui se déroule sur la planète dont j'ai oublié le nom mais qui ne possède pas de couleur. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Thor se bat avec Stormbreaker, Mighty Thor avec Mjolnir ou Valkyrie avec une autre arme, ce qui se passe c'est que du coup les couleurs s'affichent sur l'écran et le visage des personnages, mais tout en laissant l'environnement en noir et blanc. Donc c'est vraiment un très bon développement, et surtout les couleurs en fait de Taika Waititi. Mais surtout que la scène où les personnages principaux passent sur cette planète en noir et blanc, leur corps devient en noir et blanc, mais pas d'un coup comme ça, genre vraiment c'est comme un effet fondu, enfin c'est de petits, ça part de là et ça arrive jusqu'à là, mais vraiment c'était un effet super bien développé, j'ai vraiment kiffé. Et Taika Waititi a géré sur les couleurs, et je ne comprends pas pourquoi on nous disait que les effets spéciaux étaient mal faits, parce que personnellement je les ai trouvés exceptionnels. Et j'adore la manière dont, même s'il y a les éclairs, dans la manière dont Mjolnir et Stormbreaker se lancent, le Bifrost, les chèvres là, donc Grisedent et Grincedent qui permettent d'invoquer le Bifrost, pareil les casques de Thor et Mighty Thor qui apparaissent et disparaissent, donc vraiment les effets spéciaux ils étaient magnifiques. Ils sont super, vraiment c'est. Et il y a aussi cette bataille, tu sais, justement lors de l'apparition de Mighty Thor qui est vraiment pas mal, genre justement la première scène on mélange en fait le retrouvailles à la scène d'action dans l'ensemble, c'est un peu la réunion fait entre tous les personnages, et en fait il y a un petit peu du moins, en fait c'est le retrouvailles, mais à la fois on est quand même dans la scène d'action et tout est assez visible, alors que pourtant tout est très sombre.
sombre, il y a plein de trucs qui traînent un peu partout, même avec Mjolnir, etc. Enfin, il y a quand même quelque chose de, ouais, d'épique, il y a de l'émotion, il y a les retrouvailles, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent en fait dans pas mal de scènes différentes. Et même justement dans cette scène sur la planète en noir et blanc, on a vraiment cette colorimétrie où les couleurs en fait c'est pas dégueulasse, on a vraiment le bleu en opposition avec le gris. Le noir et blanc qui est sur le dessus, les couleurs sont là quand même pour rappeler que même si c'est la planète qui est en noir et blanc, bah, les couleurs, c'est pas qu'elles ont disparu, elles existent, mais la planète rejette les couleurs et ça c'est intéressant. Bah ouais, en fait on a le gris et le noir, donc il y a la couleur donc, du méchant de Gore, et on a ce bleu qui est en fait la couleur des gentils. Bah, des éclairs de Thor surtout, de Mighty Thor, parce que c'est le dieu du tonnerre, donc c'est ça qui est intéressant. Et aussi du coup, pour ce qui est vous parlez du coup des personnages, pour ce qui est du personnage de Mighty Thor, alors à chaque fois, on voit qu'en fait, c'est vraiment deux personnages différents. On a d'un côté Jane Foster et d'un côté Mighty Thor. Et on voit qu'en plus, ça peut du coup rappeler l'aspect Thor, mais lorsqu'elle a Mjolnir en elle, enfin avec elle du coup, elle est vraiment un peu égocentrique, elle est prête à tout faire, elle fonce dans le tas sans hésiter. Bah, et ça nous rappelle un peu. Rebelle, et du coup, c'est une Mighty Thor, mais un peu comme en gros était Thor à ses débuts. Vraiment, il sait qu'il a des pouvoirs, et vu qu'il n'a pas vécu grand chose, et pareil avec Mighty Thor, elle fonce tête baissée, elle en a rien à foutre. Et vraiment, c'était intéressant. Mais par contre, j'aurais bien aimé un meilleur développement. Alors je ne vous explique pas comment ça se passe, mais le pourquoi du comment Jane arrive à porter Mjolnir, parce qu'évidemment vu que Thor il connaît ce que c'est Mjolnir, etc., il explique à Jane Foster que du coup bah, elle est digne de porter Mjolnir, mais j'aurais bien aimé une explication de pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre par exemple. Pourquoi elle peut porter Mjolnir et pas une juste autre expliquer personne. qu'en fait elle s'est rendue sur les lieux de New Asgard en fait avec son concert dans l'espoir du coup peut-être d'y trouver quelques réponses ou d'enquêter, et en fait du coup bon, on voit juste que quand elle s'approche du coup des mythes de Mjolnir, donc suite à sa destruction par elle dans Ragnarok, il y avait une photo de tournage aussi qu'elle a fait, du coup il y a un cut, et après du coup on ne sait pas comment ça se passe, mais après elle explique que du coup ça commence à tournoyer et du coup qu'elle a reçu ses pouvoirs. Après on suppose que du coup c'est peut-être un peu le hasard en fait, peut-être que ça aurait pu oui, ça peut être quelqu'un d'autre, mais tu vois quand juste parce qu'elle se trouvait là, t'as très bien expliqué en gros le fait que quand elle va devant les débris de Mjolnir, donc en gros c'est les débris de Mjolnir qui étaient liés du coup à quand Hela les a brisés dans Ragnarok. On avait vu une photo de tournage, en gros il y a une sorte de dôme où sont exposés les débris de Mjolnir, et en fait lorsqu'elle est devant, bah en fait on voit quand même qu'il y a du tonnerre derrière, donc pour dire bon bah c'est sûr parce qu'on connaît le film, hein, on connaît la bande-annonce, on sait que du coup elle va pouvoir porter Mjolnir, mais ce qui est assez enfin ce qui est vraiment du coup m'a gêné, c'est que le pourquoi de Mjolnir a choisi Mighty Thor, enfin du coup Jane Foster et pas quelqu'un d'autre. Et ça aurait pu être n'importe qui, tu vois, ça aurait pu, alors après ça dépend des comics, mais ça aurait pu, je sais pas, être Valkyrie ou n'importe qui, ou même le personnage de Sif d'ailleurs qui est de retour, dans une certaine circonstance, pardon, mais on vous en dit pas plus, mais ça aurait pu être n'importe qui. C'est vraiment dommage que ce soit elle, mais sans explication. C'est la seule femme que Thor ait jamais aimée, du coup à ce moment-là il a peut-être besoin de son amour, oui, mais et que du coup l'amour a fait appel. Cette théorie, en fait, il nous l'explique plus ou moins dans le film, parce que c'est dans le titre surtout, c'est Love and Thunder, mais c'est fort possible. Mais en même temps, je me dis, Thor, il a eu son marteau bien longtemps avant de connaître Jane Foster, parce que si on en suit la chronologie par MCU, il a rencontré Jane Foster dans le premier Thor en 2011, et ce qui se passe, sa vraie relation lorsqu'elle l'emmène à Asgard et tout, c'est dans Thor The Dark World en 2014. Mais il a rencontré Jane Foster bien après avoir eu Mjolnir, donc après, mais c'est surtout après qu'il s'est fait exiler par Odin. Mais surtout, du coup, ce qui me saoule, c'est que ils nous font aussi des rappels de ce qui s'est passé dans les anciens films Thor, et justement qu'ils se sont rencontrés. Mais le fait que ça a influencé Thor et tout, ça me va complètement. Mais je comprends pas vraiment, c'est pas la théorie de Mjolnir a choisi Jane Foster parce que au moment où Thor et Jane étaient ensemble, Mjolnir était là. Donc Mjolnir techniquement connaît un peu Mighty Thor, enfin Jane Foster de connaissance, parce que bah on voit à plusieurs reprises que Thor parle à Mjolnir ou à Stormbreaker comme si c'était des gens qui existent, donc c'était à cette époque-là qu'il aurait pu lui dire certaines choses. Mais je suis pas convaincu, et tu vois, alors évidemment je veux pas spoiler, mais même s'il y a un moment on nous explique un petit peu ce qui s'est passé dans la relation entre Jane et Thor, pour moi ça suffit pas forcément de nous expliquer pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre, donc c'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir cette réponse selon toi? Non, mais on s'en fout, ça apporte rien au personnage. Mais quand j'ai vu la scène où elle arrive et qu'elle a le marteau, même Thor se pose des questions pourquoi elle et tout. Et c'est vrai qu'en fait, quand il a dit mais Jane, comment c'est possible et tout, bah, même moi je me suis dit en vrai, comment c'est possible? Pourquoi c'est elle qui a pu avoir les derniers? Au même titre que le héros, en fait, nous-mêmes on n'a pas la réponse. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en gros, il se pose une question, il dit mais pourquoi elle et tout.
Et là où dans certains plans du film, genre quand Thor découvre qu'il y a un mec qu'on appelle le boucher des dieux qui tue des dieux, il dit regardez tous ces dieux qui meurent, pourquoi il fait ça, etc. Le pourquoi il fait ça, déjà qu'on le sait un peu, on nous le développe à la suite du film. Mais alors là, la question de pourquoi Jane, on n'a pas forcément la réponse. D'ailleurs, ça m'a un peu déçu. Quand Jane Foster attrape justement Mjolnir, ça rappelle un peu la scène avec Captain America dans Endgame. Oui, c'est vrai, parce que on voit que Thor n'est vraiment plus le Thor qu'il était, parce qu'avant, pour lui, Thor, on a aussi un peu la réponse dans l'ère d'Ultron, c'est vraiment Thor, le possédeur, le détenteur de Mjolnir, et qui se bat du coup, et le dieu du tonnerre, mais qui se bat avec un marteau. Dans Thor Ragnarok, Odin lui dit tu n'es pas le dieu des marteaux mais tu es le dieu du tonnerre, donc on voit que déjà il se calme un peu sur les armes, mais surtout on voit qu'il se rend compte que c'est vraiment pas son marteau qui faisait sa personnalité, parce qu'il y a lui, mais on a aussi Odin, Vision, Hela et Ultron et comment il s'appelle, le Captain, qui porte Mjolnir dans tout le MCU, et en plus on sait que dans les comics Black Widow a aussi porté Mjolnir, donc ça fait une personne en plus, donc du coup on voit que la relation Mjolnir-Thor elle a diminué jusqu'à Thor Ragnarok au moment où il s'est fait briser. Il a rencontré une relation avec Stormbreaker, etc. Et justement, dans certaines bandes annonces et extraits qui avaient fuité, on voit vraiment qu'il y a une relation Thor Mjolnir, Thor Stormbreaker, comme si en fait c'était des personnes vivantes. Et ça m'a fait chier parce que je vous dis pas ce qui se passe avec ces armes-là, mais vraiment, il lui parle comme si déjà c'était des enfants. Mais moi ça m'a saoulé parce qu'en fait, il dit Stormbreaker, calme-toi, fais ci, fais ça, etc. Il lui parle comme si c'était des humains, mais surtout avec une conscience et qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Genre Mjolnir et Stormbreaker sont conscients et peuvent faire ce qu'ils veulent et ne sont pas au service de Thor. Enfin, en soi, c'était pas. Oula, je vais tomber. C'était pas si dérangeant que ça, mais c'était quand même un peu chiant parce que moi ça m'a saoulé parce qu'en fait c'est déjà que c'est pas si nécessaire, ça apporte pas grand chose à l'intrigue à part le fait que Thor est saoulé du fait que quelqu'un ait pris Mjolnir et que ce soit pas lui. Pourtant il y a peut-être un peu de jalousie là-dedans. Oui, mais il y a la jalousie aussi au fait avec Stormbreaker et Mjolnir, mais ça m'a saoulé. Avec son bouclier, au final, c'est un petit lien, tu sais, genre. Ouais, enfin, tu vois, c'est pas la même chose parce que Captain America n'a vraiment aucun problème à donner bouclier à Sam Wilson, qui reviendra ensuite à John Walker dans Falcon et Winter Soldier, etc. Donc en soi, il a pas trop de problème avec ça. Mais non, moi vraiment, j'ai du mal avec cette relation. C'est original, intéressant pour moi. Ça fait un peu non, mais en soi, c'était une bonne idée, ça je le dis pas, mais moi j'ai trouvé ça pas très utile et parfois chiant. Et du coup, ça revient en fait sur l'humour du film, comme je l'avais précisé. Si vous attendez vraiment un humour beauf et tout, c'est pas vrai. C'est vraiment pas un humour saoulant comme on peut avoir dans les bandes annonces. Ça passe. Oui, en plus, c'est vrai. Alors évidemment, parce que je pense que c'est fait exprès, mais c'était déjà prévu, mais ça répond un peu à la polémique qu'il y avait sur Twitter. Thor est nu, mais si c'était des filles qui soient nues, enfin qui étaient nues à part Zeus, ça aurait mal passé. Et à un moment dans le film, du coup, on a Zeus qui dit bon tenez, vous aussi, je vous enlève vos vêtements. Il parle à Jane et à Valkyrie. Elles font non, regardez, on enlève nos capes, c'est bon. Limite, ça répond un peu à c'est ce que j'étais en train de dire. Ça répond à tout ce qui était sur, je pense qu'ils avaient prévu, mais c'était ce qui s'est passé sur Twitter même pas, on voit 3 secondes, on voit son cul et ensuite c'est vraiment un plan sur sa tête et son corps s'arrête jusqu'ici et on a un plan sur son dos pour nous montrer les tatouages. C'est même pas, donc en soi c'est pas si dérangeant, je suis d'accord. À ce moment-là, on a vraiment plus le charisme de Russell Crowe, grand point positif. Alors, je sais pas si c'est vraiment son accent à lui, mais j'ai l'impression qu'il a pris un accent pas italien, mais un accent particulier. Il roule les L, il roule les R et les L, il a du mal à prononcer certains mots et tout, et certains mots anglais, on dirait que c'est un peu un italien qui parle anglais. Donc je sais pas s'il a gardé tous ses rôles de mafieux, etc., ou tous ses rôles, par exemple, American Gangster ou je ne sais quoi, mais vraiment, je sais pas s'il a fait exprès, mais il a l'air d'avoir pris un accent. Mais par contre, chose que j'ai vue sur Twitter en sortant de la séance, et en soi c'est vrai, je suis d'accord que la version de Zeus du MCU, donc de Russell Crowe, c'est la version de Zeus qu'il fallait, parce qu'on se rappelle par exemple de la version de Zeus qu'on avait dans la Snyder Cut, un mec jeune, très musclé qui manie la foot comme personne. Là, le Zeus du MCU, c'est vraiment comme Odin, un mec qui a des pouvoirs, qui utilise sa notoriété pour s'attirer un public, des filles, etc. Alors on ne le voit pas boire et tout, mais comparé à Odin, je suis sûr qu'il fait pareil, il boit beaucoup, etc. Mais vu qu'il a de la puissance, il craint personne et tout, etc. Donc en soi, oui, mais même c'est juste le personnage de Zeus comparé à celui du MCU versus celui de la Snyder Cut, il y a vraiment une grosse différence. Et moi je préfère celui du MCU où vraiment c'est un mec bien dodu qui contrôle l'Olympe et tout, il a rien à foutre de rien. Donc vraiment il est bien content. On le décrédibilise un peu parce que
à un moment donné, on le voit un petit peu. On se dit mais là, par contre, par contre, les moments où il utilise ses pouvoirs, là, ah ouais, avec l'éclair, ouais, c'est hyper stylé. Lorsqu'il utilise ses éclairs qui partent dans tous les sens, qui fight, etc. Pour le personnage. Bah oui, c'est pour ça. Pour le personnage, moi, j'ai beaucoup aimé. On voit beaucoup Thor, Mini-Thor, sauter, utiliser le Stormbreaker, tout ça, c'est vraiment d'accord. Et du coup, pour l'humour, du coup, vraiment, faut pas s'attendre à un humour beauf. On pense par exemple à certains plans du trailer quand il y a des blagues, le son de la voix de Thor est monté au maximum dans les graves et tout. Il fait vous inquiétez pas, etc. Il fait non, c'est pas vrai, etc. Enfin, ça, faut pas s'attendre à ça parce que déjà que c'est pas dans le film, c'est pas du tout l'humour qu'il y a dans le film. C'est vraiment, certes, il y a un humour et des blagues de Thor, mais c'est pas du tout l'humour du trailer qui fait en fait déjà le film et qui est dans le film, parce qu'on est vraiment sur un humour plus calme, plus cool, et c'est le même que Ragnarok, mais déjà c'est vrai, mais surtout en plus là on s'attendait vraiment à des blagues à la Ragnarok x 1000 et tout. En soi c'est vrai, mais c'est vraiment moins violent que ce qu'on pensait. Il y en a vraiment qui pensaient que l'humour de Ragnarok allait être poussé au maximum, à tel point que ça en devient gonflant, chiant et gênant. Moi j'ai trouvé ça plutôt agréable, et justement dans certaines scènes de fight, etc., où Thor lâche une de blagues, bah c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, en parlant de blagues, et dans une scène de combat, ça me fait penser, on a un vrai développement, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais dans la mythologie grecque ou nordique, dans lequel on parlait du fait que les dieux soient vraiment des divinités brillantes. On va beaucoup nous parler en fait du Valhalla, et je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce que c'est avant d'aller voir le film, parce qu'on nous en parle beaucoup. Ça a un lien. Vous pouvez comprendre, hein, ça a un lien jusqu'à la toute fin du film, il faut l'avouer. Il y a du teasing. Et c'est vraiment un truc. Et ça rajoute une forme de poésie. Ah non, mais c'est quelque chose d'incroyable. Et ensuite, juste pour revenir aussi sur les petits aspects du film, parce qu'on a beaucoup parlé des persos, on avait parlé du fait que la réalisation et les couleurs étaient très bonnes, mais la musique, il faut avouer que je pense que. Alors après, c'est ce qui s'est passé, mais Marvel a dû avoir les droits d'utiliser certaines musiques du groupe les Guns N' Roses. Dès le début du film, on a la musique Welcome to the Jungle. À un moment, on a du coup la musique du trailer Sweet Child O' Mine, etc. Ça, c'était super parce que du coup, on est dans cet aspect. Qui est très mal utilisé en plus. Hein. Quand on sent qu'il y a un motivation. C'est pas qu'elle est mal utilisée, c'est que je trouve qu'elle est trop prévisible. Tu sais que quand il se passe un truc, ils sont contents. Genre, il s'est passé un problème, mais il est réglé et tout. Il y a une musique rock pour dire allez, on continue. Faut qu'on arrête Gore. Donc hop, mettez-nous un petit bout de drogue, vraiment dans le film, ça nous encourage vraiment. Je suis d'accord qu'en soi, quand sur le moment, t'es content et tout, mais elle est très prévisible. C'est vrai que tu sais, genre quand tu vois la scène, tu dis bon, c'est sûr, elle arrive. Mais après, en fait, je me suis pas renseigné qui a fait la musique du film. C'est peut-être Michael Giacchino encore, probablement. Je pense, parce qu'il monte beaucoup dans le MCU, dans le cinéma en ce moment. Il fait vraiment de gros projets. Bah tiens, si tu peux regarder en même temps. Mais je pense que c'est lui. Mais en tout cas, il y a vraiment un vrai travail parce que même si du coup j'ai dit qu'il y avait les musiques des Guns N' Roses, il y a des musiques, genre le thème, vous voyez la musique du MCU, de l'intro du MCU, du coup, le logo Marvel Studios, a été revisité plus tranquillement. En fait, elle part et ensuite elle arrive en rock, etc. Donc c'est vraiment cool. Et là, t'as aussi pour le générique c'est vrai. Très très stylé. C'est le générique qui est vraiment cool, c'est vraiment extrêmement classe. On a donc en fait la musique et surtout la musique de fight. Donc vous savez, cette musique de fight, c'est toujours. Et oui, c'est Michael Giacchino pour la musique. Bien joué. Je pense que j'avais dû lire à un moment. Et pour le scénario, c'est également Taika Waititi avec Jennifer et Tim Robinson. Il est co-scénariste. Donc il a écrit le scénario, une partie du scénario. C'est bien parce que du coup, ça fait partie de ses réalisateurs. Il a écrit son œuvre. Je suis pas sûr. Enfin, on avait regardé un bout du making of en attendant la queue. Je crois que Sam Raimi n'a pas écrit le scénario de Multiverse. Michael Waldron en fait. Il avait pas du coup écrit. Sam Raimi n'a pas écrit Multiverse of Madness, donc il n'aurait pas potentiellement eu son mot à dire sur l'histoire du film. Là où Taika Waititi aurait pu dire entre temps, oui, on peut faire ça et ça. Et du coup, c'était, en soi, moi j'ai bien aimé. Hein, c'était plutôt cool et tout parce que Taika Waititi, donc du coup, il a bien géré. Et c'est un film d'auteur en fait. Ouais, et surtout moi Taika Waititi, en fait tu vois que fait partie de ces réalisateurs du MCU qui est vraiment à 100% sur son rôle. Co-scénariste, réalisateur de génie, couleur magnifique, personnage de Korg. Et surtout il y a un truc en fait qui est dans le film, qui fait partie de la bande-annonce, c'est la voix off. En fait tout le long du film, Korg va nous dire laissez-moi vous raconter l'histoire de machin, etc. Moi j'ai kiffé sur un réalisateur qui narre à la fois l'histoire du héros. Ouais, parce que c'est quand tu regardes quand tu regardes les certains TV spots ou making of qui sont déjà dispo sur YouTube de Thor Love and Thunder, en fait, toute l'équipe du film surnomme Taika Waititi comme un enfant adulte ou un ado adulte, c'est-à-dire qu'il a des blagues, une mentalité
personnalité, une vision enfantine mais dans un corps d'adulte, donc il peut le mettre au cinéma et ça c'est vraiment cool. Et du coup oui, Taika Waititi est à 100% à fond dans son œuvre et ça c'était kiffant de fou parce que du coup Taika Waititi il a mis tout ce qu'il valait. Et moi sincèrement là où mon ordre préféré des Thor faisait Thor, enfin dans l'ordre du coup du meilleur au moins bien, ça faisait Ragnarok, Thor 1, Thor 2, là ça fait Thor Love and Thunder, Thor Ragnarok, Thor 1 et Thor 2 parce que j'ai vraiment tellement kiffé ce film, je lui donne un très bon 7 sur 10 et du coup je l'ai préféré à Ragnarok. Mais par contre je pense que comparé à Multiverse of Madness, c'est pas du tout un film que j'irai voir plusieurs fois, j'irai peut-être le voir une deuxième fois, mais j'irai pas le voir autant de fois que Multiverse of Madness parce que en fait il est beaucoup plus rapide que Multiverse of Madness, il y a un ton beaucoup plus rock, ça s'enchaîne d'un coup en fait, on n'a pas le temps de respirer, il se passe un truc, ils règlent leurs problèmes, hop ils vont en chercher un autre, etc. Ouais c'est ça, alors quand dans Multiverse of Madness il y avait déjà un peu plus de développement parce qu'on était autour du sujet de la Scarlet Witch et du multivers, donc il fallait développer ces deux trucs séparément et exactement, et en plus en même temps vu qu'il faut prendre le temps de développer le fait qu'on est dans un autre univers, donc il y a des trucs alternatifs, donc tous les Doctor Strange, les Illuminati, etc. Donc, beaucoup, ça, là il n'y a pas autant exactement, alors dans ce film il y a des caméos mais il n'y en a clairement pas autant que dans Multiverse of Madness, le concept du multivers c'était assez fort, donc il fallait vraiment mettre ça en place. Exactement, alors que là dans Thor c'est des caméos pour faire plaisir, etc. Alors on va pas vous les dire parce que c'est vraiment du pur spoil, parce que c'est des personnages déjà connus qui reviennent, alors c'est comme c'est ce qu'on a dit, c'est des caméos donc c'est 5 secondes mais c'est plutôt cool, fait vraiment plaisir, mais du coup je pense que je n'irai pas le voir autant de fois que j'ai vu Doctor Strange, parce que Doctor Strange je l'ai vu 5 fois au cinéma et déjà 7 parce que je l'ai revu 2 fois sur Disney+, mais du coup je pense que je n'irai pas le voir autant de fois que Multiverse of Madness parce que comparé du coup à Multiverse of Madness, Thor 4 comme tu as dit c'est un film qui se digère parce que il est plus rapide, il y a un enjeu pas nouveau, mais je veux dire que comparé à Multiverse of Madness, on avait déjà eu le vent du multivers dans 30 secondes Far From Home et dans To No Way Home. Là, le fait qu'on va tuer des dieux, qu'on va avoir vraiment un développement, alors on ne dit pas exactement où on est, mais on a vraiment un visuel tout nouveau de l'espace. On a deux personnages qui font équipe et qui sont clairement les mêmes personnages mais en version féminin et en version masculin, donc c'était vraiment deux personnages qui sont ensemble et tout, on a une team, etc. Donc vraiment c'est pas un film qui se regarde pareil que Multiverse of Madness, qui peut vraiment diviser de la même manière et en même temps être accueilli très différemment, donc j'irai pas le voir autant de fois, mais je pense que c'est ce genre de film du MCU qui sur le moment est très cool. Dans 3-4 semaines, il est oublié parce qu'entre Miss Marvel, She-Hulk et Wakanda Forever, on va pas le retenir, quoi, tu vois. C'est comme. Alors, Eternal, c'est pas un bon exemple, mais comme par exemple Shang-Chi ou tous les films de la phase 4, c'est un film sur le moment, c'est cool et tout, enfin, plus ou moins. Par exemple, moi, je prends l'exemple de Black Widow, j'ai pas passé un moment, Black Widow, c'est un autre sujet, mais c'est pas un film qu'on va retenir comme à la Infinity War ou à Endgame, c'est pas un film où il va se passer des événements qu'on va vraiment retenir, qui va. Oui, mais c'est pas un univers qui va nous marquer, etc. Donc, vraiment, c'est un film cool, mais comme d'habitude, sur le moment, il est un peu oubliable. Donc c'est vraiment dommage, mais après c'est vrai que nous, on l'a vu quand même dans des conditions. Ouais, au Grand Rex, ça applaudit beaucoup, etc. C'est pour ça, mais c'est vrai qu'après, quand on le voit dans des salles avec une ambiance normale, etc. Ouais, tu vois dans ton cinéma de base, dans les sièges rouges, t'as moins d'enceintes au Grand Rex, il y a moins de gens et ça applaudit pas forcément, c'est sûr que c'est. Alors que là, on a fond dedans, avec les applaudissements, t'as les mecs qui te chauffent, etc. C'est bien normal, je suis bien d'accord. Et sans expliquer ce qu'il y a dedans, pour donner un avis sur les post-crédits, la première est extrêmement importante, je pense, pour la suite de Thor. Oui. La deuxième aussi, mais je pense qu'en termes de teasing, en fait, les deux sont liés. Mais je pense que la plus importante des deux en termes de teasing, ça reste la première, parce que ça représente vraiment une menace pour Thor dans son prochain programme, série ou film. Je pense évidemment à un film Thor 5, je sais pas comment il pourrait s'appeler. Et la fin, la deuxième scène post-crédit pourrait faire, ça fait du teasing, mais pourrait vraiment être dérivé vers une série qui concerne le sujet de la post-crédit, ou alors des éléments qui seraient traités dans Thor 5, mais moins bien, moins que la première scène post-crédit. Exactement, mais en soi les post-crédits sont très cool aussi. Et donc du coup Thor 4 en gros, pour faire une petite conclusion, c'est un film très divertissant, ça c'est sûr. Beaucoup mieux, en tout cas personnellement je l'ai vu beaucoup mieux que ce qu'on nous l'a vendu, et en fait il a surpassé mes attentes, parce qu'en fait je vous avais fait du coup une vidéo sur mes attentes pour le film, mais en fait ce qui s'est passé c'est que en soi, à part le développement des personnages et Christian Bale, j'avais pas vraiment d'attente et j'avais surtout peur de l'humour. Mais en fait, comme je l'ai dit, on l'a beaucoup trop surestimé d'avance en disant ouais il y a trop d'humour et tout, mais au final l'humour passe crème et même beaucoup plus cool que ce qu'on pense. Donc pour ça, il y a eu beaucoup plus de points positifs que ce que je pensais, et à mes yeux beaucoup plus de points positifs que négatifs. Donc du coup, le film est très divertissant, sur le moment tu kiffes,
mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est oubliable malheureusement très rapidement, c'est-à-dire que tu le vois, c'est trop oubliable, mais par contre, je trouve les gens vraiment durs, genre avant notre séance, on a vu quelqu'un qui dit que il a mis, ce qui est cool en voyant Thor 4, c'est que maintenant on pourra voir Thor 2 d'une meilleure manière. Faut calmer parce que Thor 4 certes n'est pas le meilleur film du MCU, loin de là. Faut refaire, c'est Thor Love and Thunder, il est clairement pas dans mon top 5, Thor 2 etc. est stable, mais Thor 4 il divertit. Oui, exactement, mais ils sont au même niveau d'oubliable. Genre, tu les regardes, mais au bout de 2 semaines, tu te souviens plus que tu les as regardés. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la prochaine fois que tu le verras au ciné, bon, tu te souviendras d'un truc, mais il fait partie de ces films que tu vas en fait un peu oublier, c'est-à-dire que le jour où tu vas le revoir sur Disney+, ou sur donc Disney+, Canal+, ou autre, bah en fait quand tu vas le revoir, il y a plein de scènes que tu auras oubliées, plein de choses, tu vas dire ah oui c'est vrai il se passe ça, donc en fait ça peut lier à ça parce que tu t'en souviens pas, et du coup bah, les théories n'ont pas marché de la même manière. Et là où dans Multiverse of Madness, vu qu'on parle du multivers, des Illuminati, de caméo, et il y a un énorme point, c'est du coup le Darkhold et la magie, tu te souviens de beaucoup plus de choses parce que vu que c'est le nouvel arc du MCU, c'est tout nouveau, alors que Thor, ça fait quand même 4 films qu'on l'a, et dont, enfin même pas, ça fait 8 films, hein, il me semble, attends, les 4 Thor, on a Avengers 1, 2, 3, 4, ouais, donc je crois on l'a vu dans 8 films et rien d'autre, je crois, on l'a pas vu autre part. Et bah c'est sûr, il reviendra, hein, c'est évident, évidemment. C'est sur la liste, pas un spoiler. Bah évidemment, et dans tous les cas, vous savez qu'à la fin des post-crédits, il y a marqué machin reviendra. Bah là, il suffit de lire Thor reviendra, c'est toujours pareil. En tout cas, moi, je mets du coup un très bon 7 sur 10 parce que bah, le film du coup est divertissant, amusant, même si oubliable. Sur le moment, tu passes un bon moment, mais il faut vraiment pas écouter les critiques parce que les critiques sont malheureusement trop assassines sur ce film. Ah ouais, mais c'est un très bon film, hein, ça c'est sûr. Alors, me concernant, je vais lui mettre 7, 7,5. Moi je lui mets un bon 7 et je pense que le jour où je le reverrai, bah, la note pourra monter ou pas, genre 7 sur 10, 7,5. Je pense que c'est un film où quand tu le regardes de la première fois tu lui donnes une note et quand tu le regardes après, tu lui donnes une note plus ou moins différente, c'est-à-dire que soit ça va monter ou baisser dans ton estime, mais je pense que la première version du film, enfin la première fois que tu vas le voir par rapport à la seconde et troisième fois, ça va vraiment être très différent parce que va y avoir la hype, le fait que tu connaisses l'humour et tout, donc je pense que tu verras les choses différemment. Et en fait, on n'est pas sûr d'en avoir parlé, mais on va le redire au cas où. Pour ce qui est des Gardiens de la Galaxie, ils sont pas non plus super. Personnellement, moi, je les attendais pas forcément. Ils sont pas super importants, mais les voir, ça fait plaisir et tout, ça applaudit, ça fait des trucs. Mais en vrai, je vois pas du tout le rapport avec les Gardiens de les Gardiens de la Galaxie 3. Ni que ce soit dans le film ou autre part, dans n'importe quel moment du film. Et on nous avait promis un teasing ou en tout cas un rapport avec les Gardiens de la Galaxie 3. Et le seul rapport qu'on peut trouver, c'est que Thor ne fait plus partie des Gardiens de la Galaxie, des Asgardiens de la Galaxie, car il est quitte dans le film. Du coup, à la fin d'Endgame, on les a introduits en tant que les Asgardiens de la Galaxie. Et du coup, en fait, cette équipe est déjà dissoudée en fait. Oui, donc en soi, autant nous faire au tout début du film une scène où on nous dit Thor ne fait plus partie des gardiens et tu nous montres une mini scène de 30 secondes qui a été tournée en caméo avec les gardiens. Pourquoi? Parce qu'ils s'engueulent ou parce que Thor fout le bordel dans le vaisseau, et pas besoin de nous faire tout un développement, etc. Parce qu'en soi les gardiens sont vraiment peu utiles, tu les enlèves de l'histoire, ça enlève 30 secondes de film, on s'en fout, on a vraiment on a clairement pas besoin d'eux, donc vraiment les gardiens ça a été dommage. Mais par contre j'aurais vraiment aimé un meilleur teasing des Gardiens de la Galaxie 3 parce qu'en soi à part le fait que Thor n'est plus là, on n'a aucune info. Ça nous tease rien du tout sur le fait que est-ce que Gamora va revenir, Adam Warlock, le passé de Star-Lord, etc. si on va plus se développer, Yondu, etc. Et aussi un peu déçu parce qu'on nous avait promis un retour du grand maître interprété par, comment il s'appelle déjà, Jeff Goldblum. Donc on nous avait promis de retour après son expérience sur Sakaar parce que la post-crédit de Ragnarok il était encore en vie, donc j'aurais aimé le voir, donc c'est un peu dommage. Donc peut-être que dans la version de 4 heures il sera là, mais ça m'étonnerait parce que il n'a pas son importance. Là où par contre on nous remet certains caméos genre le personnage du Sith, etc. Mais ça c'est plutôt intéressant. Ainsi que la troupe du théâtre, Samuel, Matt Damon et Melissa McCarthy, qu'on peut apprécier aussi dans pas mal de joue un certain rôle, pas vous dire qui. Je l'avais dit dans une analyse du trailer, New Asgard est vraiment devenu touristique et en soi c'est bien, mais en même temps moi ça m'a saoulé parce qu'on voit que ils se sont lâchés depuis que Valkyrie a été nommée roi par Thor. Et en fait c'est chiant parce que elle allait faire du changement. Oui, elle allait faire du changement, mais je m'attendais pas non plus à du tourisme et tout parce que certes il faut reconstruire New Asgard et Asgard ne pourra jamais être comme ce qui a été sur sa planète. Ouais, mais même ça m'a un peu saoulé le côté commercial de Asgard. Mais sinon, un peu le côté marketing par rapport à je comprends, mais il y a le gant de Thanos qui sert d'enseigne de boutique, c'est vrai. Mais j'ai vraiment du coup eu un peu de mal avec le côté commercial parce que ça apportait pas grand chose à Asgard et on pouvait clairement s'en passer.
en soi, mais sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le film reste clairement divertissant. Oui. Et même si tu as certains éléments qui peut se passer, bah, en soi, ça reste cool. Mais du coup, s'il y a pas mal d'éléments que moi je trouve pas très utiles à l'intrigue, c'est juste des plans, un peu d'humour et tout, je me demande vraiment s'il y a vraiment une version de 4 heures qui existe, qui sortira dans les bonus, qu'est-ce que peut donner cette version, parce qu'elle est sympathique sans problème, mais si il nous rajoute encore plus de scènes inutiles, et là l'humour de la bande-annonce un peu chiant qu'ils ont enlevé, là du coup je pense que la version 4 heures sera vraiment moins aimée que celle qu'on voit au cinéma. C'est vrai. Ça sera vraiment... je pense que oui, ça sera clairement pas aimé. Et du coup, comme je l'ai dit, moi, 7 sur 10. Je sais pas quelle note toi tu lui donnes. Bah, à peu près la même, ouais, 7,5. Je veux juste pour le mérite, parce qu'en fait, j'ai été très surpris. Vous voyez, moi, comme vous avez dit dans mes trailers réaction, j'attendais beaucoup de Jane Foster, de Christian Bale. En fait, moi, tout ce que j'entendais, du coup, j'ai pas été déçu, j'ai même été surpris, parce que du coup, je m'attendais à du morceau, donc j'en avais peur. Et du coup, j'ai été surpris par rapport à ça. Donc, juste pour ça, je lui mets un 8 sur 10. Ah ouais, un 8 sur 10. Donc, ouais, okay. Je m'attendais à un 7,5 sur 10. Ouais, 7,5 sur 10, 8, ouais. Juste parce que du coup, il assume surprendre. Voilà, Taika Waititi assume surprendre. C'est vrai que j'avais revu. C'est bien, en fait, j'ai envie de te dire, le fait que tout le monde dise que le film est pas si ouf que ça, il y a des défauts, l'humour est chiant. En fait, tout le monde part du principe que le film du coup va être comme ça. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec nous. On le voit et en fait, on se dit, oui, en fait, c'est pas si pire que ça. Bah ouais, en fait, moi, j'ai vraiment bien kiffé. Et du coup, j'espère que vous le verrez du coup de la manière dont on l'a vu, c'est-à-dire que tu pars du principe que c'est cool, mais il n'y a pas vraiment d'attente et qu'au final, il est vraiment très divertissant et il y a beaucoup de points positifs. Ouais, c'est ça, exactement. Et de toute façon, moi, sur la Thor, de base, c'est pas mon personnage, enfin mon super favori. J'adore Thor 1, c'est même un de mes films Marvel préférés. Je déteste Thor 2, voilà. J'avais été réticent sur Thor Ragnarok au premier visionnage. Je l'ai revu ce matin, enfin hier, du coup, au moment où c'est critique, parce qu'il est quand même plus de 3 h du matin. Mais du coup, je place Thor 4 au-dessus de Ragnarok et de Thor 2. Donc pour moi, ça fait Thor 1, Thor 4. Thor 3 et Thor 2. Ouais, alors moi je ferais vraiment Thor Love and Thunder, Thor Ragnarok, Thor 1, Thor 2, parce que Thor 1 je l'aime sans plus, Thor 2 j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi j'aime pas. Et en fait l'humour de Waititi, en fait je trouve vraiment plus chiant dans Ragnarok que dans Thor Love and Thunder, et je pense que ça joue avec le fait qu'ils savent que l'humour a plus ou moins plu, et surtout le personnage de Korg, en fait j'ai beaucoup plus kiffé dans Love and Thunder que dans Ragnarok, parce que dans Ragnarok il est cool, il est mignon, mais dans Thor Love and Thunder il a un vrai développement et tout, c'est cool, on parle plus de son espèce, enfin ça on en développe peut-être plus dans nos critiques, mais en tout cas il faut vraiment le voir comme un film sans attente pour être le plus maximum surpris et agréablement surpris, parce que je pense que beaucoup de gens vont être déçus parce qu'ils s'attendaient à le film de trop, je pense, de Thor, et au final ils vont se dire c'est pas le film de trop, c'est juste un film oubliable, et donc du coup c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont pas aimer. Ouais. Mais sinon dans l'ensemble le film est très, moi j'ai beaucoup aimé, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus beau, beaucoup plus gênant, beaucoup plus forcé, de l'humour éclaté au sol comme à la Marvel, et au final non, voilà, donc ne vous faites pas. On voit que quand même Taika Waititi il a eu des choses à dire comparé à Sam Raimi, c'est sa patte, parce qu'en plus il joue dans le film. C'est un film d'auteur comme on disait, voilà. Il y a un peu de poésie dedans, donc c'est vraiment quand même bien imposé chez Marvel, et en vrai je serais même pas contre qu'il soit au Rennes d'un nouveau film Thor, ou même d'un nouveau film de MCU, enfin, ce serait vraiment je pense que vraiment de son côté c'est à lui, c'est Thor, c'est sûr. Ouais. Peut-être avec peut-être Thor c'est le super-héros le plus amusant, peut-être celui le plus cool, celui qui se déplace. Mais tu vois, c'est ça en fait, vu que c'est le 4e film, en fait pendant un moment totalement au hasard, quand j'ai vu la tête de Thor, je me suis dit il a son 4e film, et quand tu le regardes, tu sais que tu vas avoir des attentes et tout, parce que comparé à Shang-Chi Éternel, No Way Home et tout, là de toute la phase 4, c'est genre le papy, parce que c'est de toute la phase 4, le programme qui compte. Ouais, mais en fait, de tous les éléments, de tous les programmes qui concernent la phase 4, hormis What If, c'est vraiment, avec Hawkeye du coup, parce qu'ils sont arrivés en même temps, de toute la phase 4, le personnage le plus vieux, parce qu'il est apparu du coup en 2011. Parce que du coup. Et en même temps, il avait Thanos. Ouais, en plus, du coup, on voit que, en fait, quand tu regardes le film, tu sais que tu as des attentes, parce que comparé à Shang-Chi Éternel et autres, tu savais pas ce que ça allait donner. Tu avais peut-être des attentes ou pas pour No Way Home, mais là, pour Thor 4, tu as vraiment des choses à dire sur le film, parce que tu le vois différemment. On va encore le revoir, donc pour lui c'est pas fini, vraiment. Et puis il est encore jeune, parce que c'est vrai que par exemple Tony, Captain etc, ça fait quand même longtemps qu'on les a perdu maintenant, même Black Widow, Endgame, il date comme 2019, on est en 2022, enfin 2022, donc on va le revoir et ça va vraiment faire plaisir, on sent que c'est un héros. En fait Taika Waititi prouve qu'il y a encore des choses à dire avec ce personnage, on est très loin en fait d'en arriver à sa conclusion, parce que voilà quoi, il y a son histoire à la fin, qui tease un petit peu son film dans le MCU, puis même Chris Hemsworth il a encore plein de ressources, Taika Waititi on sent qu'il a encore plein de choses à dire, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont teasées, même au niveau
des personnages, etc. Des scènes post-crédits, voilà. Donc, c'est très cool. Voilà. J'ai dit ce que je t'avais à dire. Hein. Bah, t'as rien à rajouter? Non, je pense qu'on s'est assez dit. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on fait ça fait 40 minutes. Ça fait presque une heure qu'on tourne. Ça passe assez vite. Non, alors, du coup, la critique à chaud est un peu long. Franchement, on espère sincèrement que vous le verrez comme nous, hein, un film où de base tu t'attends pas à grand chose et franchement t'es agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à un film où on va se dire l'humour est trop et tout donc on va être cool mais déçu et en fait je suis vraiment trop, je suis trop content d'avoir été agréablement surpris. Pareil. Donc j'espère que vous le verrez pareil et on espère du coup que déjà cette critique vous a plu et que vous le verrez dans des très bonnes conditions. Alors on est quand même fiers de l'avoir vu assez tôt, hein, on l'a eu presque une semaine avant la sortie officielle donc on ne sait pas vraiment, personnellement je ne sais pas quand est-ce que je sortirai ma critique. Le plus tôt possible et aussi je pense que si tout va bien un live devrait se préparer le mardi la veille de la sortie officielle de Thor Love and Thunder et un autre live avec les spoilers du coup quand le film sera sorti on laissera peut-être un peu de temps avant que les gens les vus en tout cas on va déjà aller se coucher je pense avant de faire nos critiques. Alors si je pouvais rajouter un petit truc, beaucoup ont dit que ceux qui n'avaient pas aimé Ragnarok en fait pouvaient passer leur chemin. Je fais partie de ceux qui étaient très mitigés sur Ragnarok dès le début. On peut pas dire que j'aime vraiment beaucoup Ragnarok. Donc, mais je pense que pour ça, il faut le revoir. Parce que toi, tu l'as revu ce matin et au final, tu t'es rendu compte que tu l'as bien aimé. Et je pense que les gens. Il y a quand même beaucoup de défauts au film. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui ont un souvenir mauvais de Ragnarok. Si vous avez adoré Ragnarok, en fait, vous allez trop estimer Love and Thunder, vous allez peut-être être déçu. Alors que si vous l'aimez, vous êtes un peu nuancé sur Ragnarok comme moi, vous allez être grandement surpris. Donc en vrai, tous ceux qui ont adoré, en fait, c'est un peu. Oui, il y a plusieurs points de vue. Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Mais parce que oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut vraiment le revoir avant Thor, pas forcément la veille ou le matin même. Mais il faut se refaire un deuxième avis de Ragnarok pour savoir. Bon, en tout cas, je pense qu'on va stopper là. Et je vous souhaite la plus belle des séances, hein, clairement, pour Thor Love and Thunder. J'espère que cette petite critique à chaud vous a plu. Je vous souhaite une très bonne séance. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.